Une marche militaire à la frontière, un sommet d'urgence à Abuja. Qui tire vraiment les ficelles? Pendant que des hommes en costume discutent dans des salles climatisées à Abuja, sur les routes poussiéreuses du sud du Burkina Faso, la situation est tout autre. Des convois blindés burkinabés sont mobilisés en urgence, des milliers de soldats placés en alerte rouge, prêts à verrouiller la frontière avec le Ghana. Officiellement, la CEDEAO organise simplement une réunion de sécurité. Mais si vous suivez de près ce qui se passe autour d'Ibrahim Traoré, vous savez que rien n'est simple en ce moment. Pourquoi Traoré déploie-t-il autant de troupes vers le sud? S'agit-il d'une provocation? Non. C'est une réponse calculée à une menace existentielle. Derrière les discours diplomatiques se joue une guerre hybride, où la géographie et l'économie deviennent des armes redoutables. Sur le papier, la CEDEAO se présente comme arbitre neutre. Mais dans les coulisses, ce bras de fer est mené sous pression occidentale, avec un objectif clair: étrangler l'AES, l'Alliance des États du Sahel, sans tirer une seule balle. Les médias occidentaux réduisent la crise à un simple incident frontalier, mais la réalité est bien plus grave. L'avenir du Burkina Faso se décide en ce moment même. Si Traoré échoue à tenir la frontière, c'est l'AES qui vacille, la souveraineté burkinabé qui s'écroule, et l'espoir d'émancipation pour des millions de personnes qui s'éteint. En revanche, s'il réussit à tenir tête à la CEDEAO et à ses parrains, c'est tout l'équilibre régional qui s'inverse, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. La tension n'a jamais été aussi palpable. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment entre Ouagadougou et Abuja, il faut remonter aux racines profondes de cette confrontation. Quitter une organisation régionale n'est jamais sans conséquence, surtout quand il s'agit de la CEDEAO et qu'on parle de 3 pays au cœur du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce trio, mené par Ibrahim Traoré, a osé ce que beaucoup pensaient impossible. Tourner le dos à la CEDEAO, cette institution longtemps présentée comme un garant de la stabilité en Afrique de l'Ouest, mais perçue par eux comme l'ombre portée de l'Occident sur la région. En rompant avec la CEDEAO, ils n'ont pas seulement claqué une porte, ils en ont ouvert une autre, celle de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec un message clair: la souveraineté ou rien. Mais que veut dire cette souveraineté prônée par Traoré? D'abord, le contrôle total des ressources nationales. Il ne s'agit plus de laisser filer l'or, le coton ou l'uranium au profit de puissances étrangères. Ensuite, la fin d'une dépendance historique à la France et à ses bases militaires. Pour l'AES, il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais d'émancipation face à des années de tutelle, de coopération qui riment trop souvent avec mainmise. Cette rupture inquiète. La CEDEAO, appuyée par des intérêts européens et américains, voit dans l'AES une menace pour son ordre établi. Car si l'Alliance tient, si elle parvient à survivre économiquement, elle pourrait inspirer d'autres États à réclamer leur autonomie. L'effet domino serait dévastateur pour ceux qui tiennent encore les ficelles du pouvoir régional. C'est pourquoi, loin d'être un simple arbitre, la CEDEAO se mue en acteur déterminé à contenir, voire à étouffer l'expérience AES, en utilisant la diplomatie, la pression économique et, en coulisses, la menace d'isolement. Mais la réalité géographique complique tout. Le Burkina Faso est enclavé, encerclé, dépendant de ses voisins pour faire transiter marchandises, carburants, équipements agricoles, et même pour exporter son or, une ressource vitale. Une frontière fermée ou militarisée, et c'est tout un peuple qui suffoque, des chaînes logistiques qui s'interrompent, des prix qui flambent et une économie qui vacille. Alors, quand la CEDEAO brandit la carte de l'instabilité sécuritaire pour justifier de nouvelles mesures, il ne s'agit pas que de sécurité, c'est une manœuvre hybride pour mettre à genoux l'AES, sans tirer un seul coup de feu. Voilà le nouveau visage de la lutte anticoloniale. Fini les charges frontales, place à la guerre de l'ombre. Ici, chaque route, chaque frontière, chaque réunion diplomatique devient un champ de bataille où la survie même de l'AES est en jeu. Si elle échoue à passer ce cap, c'est tout un projet de souveraineté africaine qui risque de s'effondrer, emportant avec lui l'espoir de millions d'habitants de la région.
Mais derrière le prétexte sécuritaire, un piège bien plus subtil se referme. Et si la vraie arme n'était ni les chars, ni les fusils? C'est peut-être ça, le grand angle mort du récit dominant. Aujourd'hui, à la frontière sud du Burkina Faso, l'enjeu n'est pas seulement militaire, c'est une guerre invisible, où la CEDEAO, avec l'ombre de l'Occident derrière elle, brandit de nouvelles armes, bien plus sournoises et redoutables. Regardez bien, la CEDEAO n'a même pas besoin de déclarer la guerre. Il lui suffit de fermer la frontière sud, et le Burkina Faso, enclavé, se retrouve asphyxié. Pourquoi? Parce que tous les axes économiques cruciaux, routes, rails, corridors logistiques, convergent vers les ports du sud, principalement au Ghana. Couper cet accès, c'est comme priver un corps d'oxygène. Les camions de vivres, de carburant, de médicaments restent bloqués. Les prix explosent, les étagères se vident, la population suffoque sous la pression. C'est l'embargo déguisé, un blocus qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas tout. La militarisation de la frontière, officiellement pour contenir le terrorisme, permet de déplacer des troupes, d'installer des bases, de renforcer des checkpoints, mais surtout de contrôler tout ce qui entre et sort. On parle ici d'un verrouillage stratégique. Un levier de pression silencieux, capable de plier un État sans tirer une balle. Et pendant que la presse internationale met en avant les discours des sommets d'urgence, loin des caméras, on observe une montée inquiétante de la présence d'agents étrangers, de contracteurs occidentaux et de groupes armés soutenus discrètement. Ces forces opèrent à la marge, traversent la frontière, puis disparaissent dans la nature, rendant toute riposte directe de Traoré risquée, sous peine d'incident international. C'est la guerre de l'ombre, où chaque mouvement militaire burkinabé peut être retourné contre lui sur la scène diplomatique. Mais pourquoi cet arsenal de pression économique et diplomatique? Il faut comprendre comment fonctionne ce type de sommet régional. Dans l'histoire politique ouest-africaine, une réunion d'urgence de la CEDEAO n'est jamais anodine. C'est souvent le marchepied légal pour justifier le verrouillage d'un pays, ou même autoriser des patrouilles sous prétexte de stabilité régionale. Traoré a bien compris ce jeu de dupes. Il ne répond pas aux diplomates, mais à ceux qui se trament dans leur ombre. Il place ses forces en alerte maximale, verrouille sa frontière, dessine une ligne rouge et envoie un message limpide à Abuja. N'allez pas tester cette limite. L'histoire se répète. Dans les années 80, Thomas Sankara avait tenté de briser les chaînes du néocolonialisme. Il a été isolé, non seulement par l'Occident, mais aussi par ses voisins africains, transformé en relais des intérêts étrangers. Résultat, Sankara a été trahi de l'intérieur, parce qu'il a cru aux alliances régionales. Traoré, lui, a retenu la leçon. Il verrouille le périmètre avant que la trahison ne s'installe. Il sait que dans cette configuration, le plus grand danger ne vient pas de l'ennemi lointain, mais du voisin immédiat, prêt à retourner sa veste. Le risque est colossal. Si la frontière sud se ferme, le Burkina Faso subira un choc économique sans précédent. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, le coût de la vie explose, et la population peut rapidement se retourner contre le pouvoir. C'est le calcul froid de la coalition soutenue par l'Occident. Pousser les Burkinabés à désavouer leur propre révolution, non par la force, mais par la faim. Mais ce que la CEDEAO et ses alliés feignent d'ignorer, c'est que ce chantage met aussi en péril la région entière. Le nord du Ghana, par exemple, est économiquement lié aux échanges avec le Burkina. Couper la frontière, c'est risquer de provoquer une crise chez soi. Le jeu de la CEDEAO est donc un pari extrêmement dangereux, une partie de poker où tout le monde risque de perdre. Face à cette stratégie d'asphyxie, Traoré opte pour une doctrine de défense active. À quoi ressemblera l'Afrique de l'Ouest dans quelques semaines? Guerre, statu quo ou nouvelle ère? Imaginons 3 scénarios. D'abord, le pire, l'affrontement armé. Aujourd'hui, des milliers de soldats surarmés se font face le long d'une frontière transformée en ligne de feu. Il suffirait d'un geste mal interprété, d'un tir perdu, ou même d'un simple drone franchissant la limite pour que tout bascule. Si les hostilités éclatent, la CEDEAO, à travers son alliance et ses accords de défense mutuelle, n'hésitera pas à brandir l'argument de la légitime défense. En quelques heures,
la crise locale deviendrait un prétexte parfait pour appeler à l'aide ses partenaires occidentaux. Logistique, renseignement, frappes ciblées. L'Afrique de l'Ouest serait alors plongée dans un nouveau théâtre de guerre par procuration, où la souveraineté des peuples passerait au second plan, sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers. On verrait des décisions prises à Paris ou à Washington, mais ce seraient les familles de Ouagadougou ou de Tamale qui paieraient le prix fort, en sang, en exode, en chaos. Mais il y a aussi le scénario inverse, celui que Traoré espère forcer par sa démonstration de puissance, la dissuasion. En affichant sa détermination à défendre coûte que coûte la frontière, il vise à imposer un coup politique et militaire inacceptable à tout agresseur. Si la CEDEAO recule, si l'escalade est évitée, ce serait une victoire éclatante pour l'Alliance des États du Sahel. Leur légitimité en serait renforcée, leur discours d'émancipation souveraine validé dans les faits. On assisterait à une recomposition profonde des équilibres régionaux, où la voix de Ouagadougou commencerait à compter autant que celle d'Abuja ou d'Accra. Mais ce scénario, aussi séduisant soit-il, reste fragile. Il dépend de la capacité de l'AES à tenir économiquement et socialement, alors même que l'étau économique se resserre. Enfin, le scénario le plus probable se dessine déjà sous nos yeux, celui d'un blocage partiel, d'une guerre froide régionale. Les frontières ne se ferment pas totalement, mais la circulation se grippe. Les routes logistiques sont surveillées, les convois ralentis, la contrebande explose et les prix s'envolent. Pour les populations, c'est la double peine. D'un côté, la peur d'une escalade militaire, de l'autre, la certitude d'un appauvrissement progressif. Les échanges commerciaux s'effondrent, les économies rurales du nord du Ghana ou de l'est du Burkina Faso s'asphyxient. Les dirigeants, eux, jouent une partie risquée. Chaque mouvement de troupes, chaque déclaration publique peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Mais au fond, ce qui inquiète le plus les élites de la région, et surtout leurs alliés occidentaux, c'est le spectre d'une contagion révolutionnaire. Si l'AES tient bon et tient tête à la CEDEAO, d'autres peuples pourraient se sentir inspirés à revendiquer leur souveraineté, à rejeter les schémas néocoloniaux, à réclamer une nouvelle ère panafricaine. C'est bien plus qu'un simple bras de fer frontalier. L'enjeu, c'est la possibilité d'un modèle africain alternatif, fondé sur l'indépendance réelle, qui remettrait en cause les hiérarchies établies depuis des décennies. Dans ce contexte, l'économie régionale joue le rôle de champ de bataille invisible. Si le nord du Ghana s'effondre économiquement à cause d'un blocus, si les prix flambent au Burkina Faso, ce sont des millions de vies qui basculent. Les frontières, dessinées il y a un siècle sans tenir compte des réalités humaines, deviennent aujourd'hui des armes silencieuses. Et derrière chaque décision politique, ce sont des familles, des commerçants, des enfants qui subissent. Alors, que nous disent vraiment ces scénarios sur l'Afrique contemporaine ? Quelles leçons les dirigeants du continent devraient-ils en tirer pour éviter que l'histoire ne se répète ? On en parle tout de suite. Ce n'est pas seulement une crise militaire, c'est un test pour l'autodétermination africaine. Ce qu'on vit aujourd'hui à la frontière sud du Burkina Faso, c'est bien plus qu'un simple affrontement entre deux camps armés. C'est la démonstration, en direct, que la diplomatie régionale est devenue une arme de guerre à part entière. Désormais, il ne suffit plus de surveiller les chars ou les mouvements de troupes. Il faut lire les résolutions, les communiqués, les rencontres à huis clos, avec la même attention. Chaque déclaration officielle, chaque prise de position, chaque manœuvre diplomatique façonne le terrain d'affrontement, parfois plus efficacement qu'une offensive militaire. Mais la souveraineté, la vraie, ne se gagne pas dans les salons dorés des hôtels luxueux où se négocient les accords. Elle se défend à la frontière, sur la ligne de front, là où la pression est maximale. C'est là que se joue la crédibilité du projet d'émancipation porté par l'AES, et c'est là que les populations perdent le prix, que ce soit par la fermeture des marchés, la rareté des denrées ou l'incertitude sur leur avenir. Ce bras de fer, il ne se joue pas qu'entre gouvernements, c'est toute la société civile qui est appelée à la vigilance. L'unité populaire et la résilience économique, voilà les seuls boucliers durables. Tant que le peuple reste soudé, que les échanges informels pallient les blocages officiels,
que la jeunesse garde confiance en la capacité de ses dirigeants à défendre l'intérêt général, la tentation de fragmentation échoue. Mais il faut une vigilance constante. Car, pendant qu'on focalise l'attention sur les blindés à la frontière, d'autres manœuvres se jouent en coulisses, nouveaux accords militaires bilatéraux, manœuvres diplomatiques discrètes en Côte d'Ivoire, au Ghana ou ailleurs. Chaque signature, chaque engagement sécuritaire cache le risque d'un nouveau verrou sur l'indépendance régionale. C'est ici que le danger se précise. Si la société civile se laisse endormir par le récit officiel, si elle cesse de questionner, d'analyser, de demander des comptes, alors le piège colonial se refermera, cette fois sous des habits neufs, moins voyants, mais tout aussi contraignants. Le véritable affrontement, désormais, c'est celui qui oppose la réalité du terrain à la fiction médiatique, celui qui oppose la volonté d'un peuple à la mécanique de l'ingérence. Rester vigilant, c'est aussi ne pas céder à la panique ou à la fatigue. Les pressions sont énormes, les risques réels, mais chaque recul, chaque division interne, chaque relâchement de l'attention citoyenne offre une brèche à ceux qui veulent imposer leur modèle, leurs intérêts, leur mainmise. C'est pourquoi ce moment est crucial. Il s'agit moins de répondre coup pour coup que de tenir la ligne, de ne pas laisser l'étau économique ou diplomatique briser la dynamique populaire. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la plus importante. Cette ligne défensive tiendra-t-elle face à l'ampleur de la pression et de la manipulation? La frontière sud du Burkina Faso est aujourd'hui la véritable ligne de front de l'indépendance africaine. Ce qui se joue ici dépasse largement la simple présence de soldats ou la rhétorique officielle. C'est une bataille d'influence, menée à coups de traités, de sanctions et de récits médiatiques, où chaque geste, chaque signature compte. Ignorer ou mal comprendre ce qui se passe à cette frontière, c'est laisser d'autres écrire l'avenir du continent à notre place. Ibrahim Traoré n'a pas massé ses troupes pour provoquer un conflit, mais parce qu'il a compris que les négociations d'urgence n'étaient en réalité que la première étape d'un blocus orchestré. Il a vu que, désormais, les résolutions et les accords de la CEDEAO servent d'armes pour isoler et asphyxier l'AES sans éclat de fusil, mais avec une efficacité redoutable. Derrière les discours sur la sécurité régionale, c'est la souveraineté même de l'Afrique de l'Ouest qui est sous la menace d'intérêts extérieurs, habilement dissimulés sous le masque de la diplomatie. Face à cette guerre hybride, la vigilance s'impose. Ce n'est pas le bruit des bottes, mais le silence des signatures qui décident de l'avenir. Restez donc attentifs aux accords militaires, aux bases étrangères, aux alliances discrètes. Ce sont eux qui tracent, en coulisses, les nouvelles frontières de l'indépendance africaine. Ne laissons pas le futur se jouer sans nous.